Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, effectivement, un webinaire sur l'intelligence artificielle personnalisée, donc conjointement entre Nuxeo et Océane Data Management. Donc, nous allons parler d'intelligence artificielle, de voir effectivement comment ça s'adapte sur la personnalisation et quels sont les enjeux et comment y répondre. Donc, une petite présentation des deux personnes qui vont animer ce webinaire. Après, on va parler d'hypersonnalisation et de Nuxeo Insight. Alors, une petite présentation. Je vais continuer à garder la main, puis Grégory pourra aussi vous expliquer qui il est. Donc, je suis Denis Costardi, je suis directeur intelligence artificielle et big data chez Océane Consulting Data Management. Océane Consulting Data Management, donc c'est une filiale d'Océane Consulting qui est une SN d'à peu près 400 personnes. Sur la partie data management, comme son nom l'indique, on est spécialisé sur management de la data, et donc dans cette partie-là, j'interviens sur tout ce qui est intelligence artificielle, big data et aussi décisionnel. Donc, Grégory, si tu veux te présenter. Donc, bonjour à tous, donc Grégory Carlin, j'appartiens à l'équipe produit Nuxeo. En quelques mots, Nuxeo Platform, donc c'est une plateforme de gestion de contenu innovante. Donc on gère tout type de contenu, de l'image, du son, des fichiers PDF, des fichiers Office. Et donc on répond à différents cas d'usage qui sont tout ce qui est la GED de manière traditionnelle, tout ce qui est orienté média, donc ce qu'on appelle le DAM, le case management, donc la gestion de dossiers, la gestion de connaissances de manière plus large. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on appelle Nuxeo Insight, qui est la partie d'intelligence artificielle de Nuxeo Platform. Merci. Donc, l'hyper-personnalisation. Donc, qu'est-ce qu'on entend derrière? En fait, c'est quoi les enjeux? Aujourd'hui, quand on est sur un site marchand, on passe environ 6 minutes. Donc, c'est le temps moyen d'un internaute sur les 20 premiers sites marchands. Sur ces 6 minutes, en fait, on va passer 50 secondes sur une page pour acheter un produit. Donc, vous voyez que le temps est important, est un facteur important, et donc on doit vous orienter très rapidement sur la page, sur le produit que vous voulez acheter, pour éviter effectivement, comme le chiffre l'indique, les 60% qui quittent un site car ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et sur ces sites d'ailleurs, aujourd'hui, on a des performances qui sont très faibles sur l'UX, puisqu'on a estimé à 82% de performances faibles sur cet aspect-là. Donc on voit que vous amener très rapidement sur un site pour que vous achetiez le produit est un enjeu primordial pour notamment les sites e-marchands. Alors, j'ai parlé effectivement du X, donc l'expérience client, c'est un sujet qui est très à la mode. Aujourd'hui, on estime que 7 internautes sur 10 pensent que cette expérience client est primordiale dans leur navigation. Et j'étais même un peu surpris, c'est que 50% sont prêts à partager leurs données pour vivre cette hyper-personnalisation. Donc, on voit qu'on est quand même assez nombreux, j'en fais partie d'ailleurs, à ne pas hésiter à partager leurs données pour justement que les sites marchands ou que les sites sur lesquels on navigue nous orientent très rapidement et qu'on ne perde pas de temps, on va dire, à chercher l'information ou à chercher le produit qu'on doit acheter. Donc, effectivement, l'UX, l'UI et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est un peu un triptyque qui permet d'avoir une expérience utilisateur assez forte et augmentée. Alors, cette hyper-personnalisation ne date pas d'hier. Je vais prendre l'exemple de Coca-Cola qui est un très bon exemple pour montrer un petit peu, on va dire, le côté entonnoir. Donc, on avait effectivement, on a une approche de masse quand Coca-Cola a créé son produit, et parce qu'il y avait un produit pour tout le monde. Après, on est passé dans une approche one to many, donc avec des recettes adaptées en fonction des pays, avec le lancement du Coca Light qui avait un ciblage féminin, le lancement de Coca Zero pour un ciblage masculin, et en 2011, donc une relance complète de Coca-Cola grâce à la personnalisation des canettes et des produits.
Et aujourd'hui, si vous allez d'ailleurs sur leur site, vous verrez que vous pouvez personnaliser énormément leurs produits avec des messages, avec plein de choses, sans forcément avoir besoin d'acheter une palette entière de Coca. Donc, on a un exemple effectivement d'hyper-personnalisation du produit. Alors, mais là, pour l'instant, on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, ça arrive avec un exemple comme Netflix. Alors, tout le monde connaît Netflix. Quand on s'inscrit sur Netflix, Netflix nous demande un choix de séries ou de films qui va permettre d'initialiser un algo de machine learning et pouvoir avoir justement des premières recommandations. Et tout au long en fait de nos visionnages, il y a des indicateurs qui sont stockés comme l'heure de visionnage, la durée, les temps de pause, bien sûr ce qu'on visionne comme film, les acteurs, etc. Et tout ça va réentraîner le modèle pour en fait que Netflix recommande le mieux possible les films et les séries pour chaque utilisateur. Et ça va même très très loin sur cette partie intelligence artificielle, puisque ils utilisent la méthode AVA, donc Aesthetic Visual Analysis, qui permet notamment de choisir les vignettes qui vous sont proposées sur les films ou les séries. Donc ces vignettes sont proposées par un algorithme de machine learning qui va choisir dans le film ou dans la série l'image qui vous correspond le mieux. Je vais prendre mon exemple. J'avais déjà regardé Peaky Blinders avant ça, mais quand j'ai regardé Le Jeu de la Dame, c'est une série que j'ai vraiment adorée et je l'ai regardée, on va dire, en quelques jours, sans temps de pause, etc. Et derrière, Netflix a changé la vignette de Peaky Blinders pour associer à cette série ben, la photographie de l'héroïne du Jeu de la Dame. Donc on voit que là, on a vraiment une hyper personnalisation qui est très forte, qui va même jusqu'à effectivement les images des vignettes. Et pour la petite info, j'ai regardé il y a 2-3 jours Batman Begins et ça a rechangé cette vignette et c'est revenu sur Cillian Murphy qui est l'acteur principal. Donc là, on voit qu'on a vraiment une hyper personnalisation qui va très très loin. Donc l'hyper personnalisation, ça va aussi sur l'interlocuteur qu'on va avoir, l'interlocuteur qu'on va parler de chatbot. Donc aujourd'hui, on a vraiment une interaction très forte entre l'intelligence artificielle, chatbot, le RPA et le low-code. On parle de plus en plus de vrais assistants virtuels. Hein. Alors, c'est pas nouveau comme terme, mais aujourd'hui, on a vraiment une interface très, très poussée sur cet aspect-là, avec notamment du NLP, donc la partie Natural Language Processing, pour permettre d'identifier quand vous écrivez quelque chose, si c'est quelque chose de positif ou négatif, donc avoir une analyse de sentiment, avoir un interlocuteur qui vraiment comprend. Et quand on a débuté, on va dire, cette partie chatbot il y a quelques années, on était sur des chatbots qui étaient plutôt scénarisés, donc qui ne répondaient pas à 70% des demandes. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la partie RPA, on a des sujets qui ont bien avancé, comme par exemple Chloé, qui est l'assistant bancaire de la caisse d'épargne, qui traite 50 000 appels au support, et donc qui a permis justement de diminuer de la moitié les appels au support et d'avoir 25% de réduction de coût. Donc, on a vraiment là un exemple d'hyper-personnalisation aussi pour permettre d'avoir un interlocuteur privilégié sur nos données. Alors, côté Océane Consulting aussi, donc on a fait des projets sur ces aspects-là. Donc, typiquement, un projet avec une mutuelle pour prédire la consommation de médicaments liés aux maladies respiratoires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près aujourd'hui 4 à 5 ans d'historique de pollution. Donc, ça représente à peu près 1 milliard de données par an. Donc, voilà, on a à peu près 5 milliards de data sur cet aspect de pollution. Et côté mutuel, on avait les prescriptions médicales et les consommations de médicaments. Et donc, l'objectif était, comme on a 3 jours de prédiction sur la pollution, de pouvoir faire la prévention personnelle par rapport à cette prédiction de pollution et de pouvoir anticiper la consommation de médicaments et de pouvoir faire justement des campagnes sur telle ou telle région. Dire, voilà, dans 3 jours, par exemple, on va avoir un gros pic de pollution. Est-ce que vous avez bien tout ce qu'il faut de votre côté? Est-ce que vous avez pris votre ventoline, etc. Et donc d'avoir une prévention personnelle. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Aujourd'hui, donc, 88% des entreprises citent la personnalisation parmi leurs priorités. Donc, on voit qu'on a un vrai intérêt sur cet aspect-là, sachant qu'il n'y en a qu'un tiers qui estiment que leur niveau est suffisant ou satisfaisant sur cette personnalisation. Forcément, la RGPD rentre en ligne de compte, hein. Donc 50% estiment qu'ils sont, enfin quasiment la moitié estiment qu'ils sont freinés par la RGPD. Et donc c'est un sujet. 90% on voit qu'ils vont mettre de l'IA dans la personnalisation. Donc on voit que cette partie IA et personnalisation est très importante dans les entreprises. Et il y a un vrai gain puisque les 3/4 qui ont mis en place de la personnalisation avec l'intelligence artificielle ont mesuré une efficacité, une vente, une satisfaction augmentée de 10%. Donc il y a un vrai gap, un vrai gain à faire de l'intelligence artificielle personnalisée. Et avec l'éthique, c'est pas forcément contradictoire. C'est pas parce qu'on va partager des informations qu'on va avoir un côté intrusif de l'intelligence artificielle dans nos vies de tous les jours. Alors comment maintenant, je vous ai montré quelques exemples, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi il fallait aller vers cette hyper personnalisation. Donc comment aujourd'hui on peut traiter l'information en amont? Parce que effectivement, pour faire l'intelligence artificielle, il nous faut de la data. Donc il faut savoir comment récupérer cette information, comment la travailler pour justement entraîner ces modèles de machine learning qui vont nous permettre de faire cette personnalisation et cette intelligence artificielle au niveau de la personnalisation. Et donc, on va voir au travers effectivement de Nuxeo et Grégory va s'en charger, de voir comment tout ça se met en musique. Donc, je passe la main à Grégory. Merci Dominique pour cette introduction. Donc, on va justement présenter un cas très concret de mise en application de mécanismes d'intelligence artificielle au sein d'un outil pour que vous voyez finalement à quoi ça va ressembler. Donc, comme l'a dit Dominique en présentation, en filigrane, en fait, on a deux types d'intelligence artificielle. On en a une qu'on va appeler plutôt générique, qui utilise en fait des services qui sont publics pour répondre à des cas d'usage qui sont simples. Je pose une photo, je la prends près de la Tour Eiffel, on va pouvoir identifier que je me situe à Paris, ce genre de choses. Et ce genre de modèle est générique et non personnalisable. Donc on est parti de cette brique-là. Et d'ailleurs, Nuxeo avait déjà intégré ces IA génériques il y a déjà plusieurs années pour pouvoir enrichir nos contenus. Mais là, depuis 3 ans maintenant, on a investi énormément sur une IA qui est personnalisée, qu'on va appeler business spécifique, et qui permet de vous délivrer du contenu intelligent en enrichissant en fait vos documents, vos images, vos fichiers PDF, vos factures, avec des données qui sont propres à votre contexte d'entreprise. Et justement, on va faire en sorte que ces modèles customisés vous apportent une vraie valeur pour votre activité quotidienne. Donc, une intelligence artificielle qui comprend votre business, ça répond à 3 besoins principaux. Première chose, déjà, avoir quelque chose qui soit conçu et spécialisé pour vous. Bon, bien sûr, vous pouvez réutiliser des modèles existants, mais l'intérêt, c'est de répondre vraiment à vos problématiques propres. Deux personnes qui travaillent dans le retail n'ont pas les mêmes manières de pouvoir identifier un code couleur, de pouvoir typer un produit, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sur mesure. Autre point qui est très, très important, et on l'avait déjà identifié dans d'autres études, c'est qu'un des freins finalement à l'intelligence artificielle, c'est que ça s'oriente à des personnes qui sont experts en machine learning et on arrive finalement sur des solutions qui sont des grosses boîtes noires, on ne sait pas ce qui se passe et on se dit j'ai besoin d'un développeur ou d'un technicien, d'un expert pour pouvoir répondre à un besoin. Donc ça, c'est une complexité que nous, on s'est efforcé de pouvoir gommer et de pouvoir proposer quelque chose qui soit accessible à tout le monde de manière très simple et compréhensible et de pouvoir facilement créer des modèles sans avoir à déployer des choses compliquées, faire du code ou des fichiers XML ou que sais-je. Donc, c'est vraiment des choses qui sont à portée de main. J'ai pas besoin d'être un expert pour pouvoir renseigner une nouvelle propriété de mes documents. Et enfin, une partie qui est hyper importante, c'est de pouvoir auditer et comprendre ce qui se passe sur les processus d'intelligence artificielle. On voit que j'ai une mauvaise prédiction, c'est bien de savoir pourquoi est-ce qu'elle est mauvaise.
si je vois que j'ai très souvent des mauvaises prédictions, c'est bien d'être au courant justement des performances qui sont mauvaises de mon modèle et je peux détecter simplement que mon utilisateur, à chaque fois, est en train de modifier la propriété qui a été suggérée ou auto-remplie par l'IA. Pour illustrer donc cette partie modèle personnalisé versus modèle générique, donc là, par exemple, si je prends le cas d'une image et donc dans les plateformes qui proposent des services d'intelligence artificielle générique, donc on a Amazon, on a Google, il y a plein de sociétés en fait qui créent leurs petits moteurs d'IA qui sont spécialisés sur un secteur d'activité. Donc cette engine que l'on intègre qui est très orienté média. Et donc si je dépose une image, je vais pouvoir simplement détecter, je vois que j'ai des habits, que je suis en extérieur, qu'elle porte une veste en jean, etc. Ça, dans mon contexte métier, ça m'aide pas beaucoup parce que je m'appelle La Redoute, Jules, Etam ou peu importe, ça va pas m'aider. Voilà. Dans mon business, ça me sert à rien. Par contre, ce qui va me servir, c'est de pouvoir identifier la personne qui est présente sur cette photo. Donc là, on voit que c'est Anna sur cette photo. Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir que c'est Anna? Parce que Anna, comme toute personne et comme tout mannequin qu'on va utiliser sur un catalogue produit, elle a un contrat qui lui est associé avec des droits à l'image. Donc, ce qui est très, très important dans cette partie-là, c'est de s'assurer que les images que l'on propose sur notre site e-commerce ou même en interne, on a les droits d'usage qui sont appropriés. On peut aussi identifier des informations qu'on n'aurait pas traditionnellement pour savoir le type de photo et surtout les produits qui sont présents sur cette photo. Donc là, je peux récupérer les références produits du pantalon, de la veste en jean, etc., etc. Donc là, je vous ai montré sur une partie plus image, vidéo. Et si on va sur du fichier texte classique, donc là, je dépose un document de fiche texte, je vois que c'est, si j'utilise des modèles génériques, je vois que c'est un document papier, que ça ressemble à un formulaire. Oui, sauf que moi, dans mon contexte, ça, c'est pas intéressant. Moi, je veux identifier que c'est un report de location de type A15. Voilà, parce que je l'ai identifié, parce que j'ai fait de l'OCR, parce que j'ai fait des croisements de données. Je sais qui est le responsable, le département responsable pour pouvoir traiter cette demande ou traiter ce contrat. Donc ça peut se faire de manière automatique. Ça peut déclencher des revues en interne, des tâches de manière automatique. On voit quel est le public. On voit aussi les conclusions de ce rapport. Voilà. Sans avoir à lire tout le rapport, on voit que l'intelligence artificielle peut nous dire, on a besoin de plus d'investigation. Et ça peut aider derrière, en fait, même pour réaliser des tâches. Si c'est une tâche de validation ou de rejet, on peut avoir l'IA qui va nous aider justement à faire une bonne décision. Donc, ce que propose Nuxeo, donc on a Nuxeo Platform qui est ce qui nous permet de pouvoir stocker l'ensemble des documents et des contenus. Et on s'appuie sur une deuxième solution qui forcément marche très bien avec Nuxeo Platform, qui permet justement de construire ces modèles. Et donc, cette solution s'appelle Nuxeo Insight. Donc, vous voyez sur la droite une petite illustration. Je vous présenterai en fin de webinaire une petite démonstration pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, comment est-ce que ça peut se caractériser? Donc déjà, l'IA, c'est pas magique. C'est pas en déposant plein de fichiers ou en commençant de zéro qu'on va tout de suite avoir des prédictions. Ils ont besoin de travailler. On a besoin d'entraîner ce qu'on appelle des content bots, c'est-à-dire des petits robots qui vont analyser vos documents, vos images, pour pouvoir faire des prédictions. Donc, on peut réutiliser des modèles existants pour pas que vous ayez à apprendre des choses qui sont connues. Et puis, on peut aussi créer des nouvelles. On peut créer plusieurs types de ressources. Donc, on peut multiplier les différentes sources d'informations pour pouvoir prédire quelque chose. Donc, on peut, par exemple, s'appuyer sur un référentiel client d'une part. On peut aller chercher des informations dans le référentiel produit et pour pouvoir prédire au mieux ces informations. Donc, on peut pré-entraîner, c'est-à-dire réutiliser des modèles existants. On utilise des modèles qui sont toujours en évolution, c'est-à-dire qu'à chaque fois, au fil du temps, on prend en maturité, on voit, donc là, vous le voyez en haut à droite, qu'on est à 83%, on voit qu'on est en perpétuelle évolution au niveau de notre modèle. Donc là, en bas, vous voyez un listing, donc 4 versions du modèle d'apprentissage. Donc, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui évolue. On fait des prédictions qui sont multiples, c'est-à-dire qu'on prédit pas une propriété, on prédit un ensemble de propriétés. Et nous, on s'appuie sur des standards qui sont
qui sont connus dans ce domaine-là sur le deep learning. Donc, faire des choses qui sont ouvertes et réexploitables. Donc, on est spécifique sur les besoins d'entreprise et on est aussi prêt pour l'entreprise. Donc, on est prêt pour déployer sur des contextes d'entreprise. On a des clients qui utilisent déjà nos solutions. Donc, on a des apprentissages en continu. On fait du déploiement en un clic. Donc, ça, c'est très, très important. De pouvoir très facilement remettre à disposition donc, des corrections qui ont été apportées à un modèle de prédiction. C'est facilement auditable. Donc là, vous le voyez un peu sur la droite, on voit les performances. En fait, les courbes représentent les niveaux de performance des différents modèles. Donc, vous voyez rapidement ce qui est performant de ce qui ne l'est pas. Ce qui ne l'est pas, vous pouvez proposer de réentraîner pour avoir des meilleurs résultats. On a ce qu'on appelle le active learning, c'est-à-dire impliquer l'utilisateur dans la mise en place de ces modèles via des mécanismes qu'on appelle de gamification. Donc la gamification, c'est mettre un peu de jeu, des badges pour solliciter les utilisateurs pour qu'ils puissent travailler sur l'amélioration des modèles qui sont en cours d'exploitation. On a du monitoring qui est fait de manière continue sur les différents modèles existants et on est tolérant à l'erreur. C'est-à-dire qu'on peut avoir différentes versions de modèles. Peut-être qu'on va faire une évolution qui va peut-être résoudre un problème qu'on a identifié. Imaginons si on parle de produits sur un type de produit particulier, on va se rendre compte par la suite que finalement, ça détériore tout le reste. Donc, on est capable de pouvoir réajuster, revenir à des versions précédentes de modèles de manière sécurisée, transparente pour l'utilisateur. Alors, ce qu'on obtient avec les références clients que l'on a, en termes de performance, on est à minima à 85% de bonnes prédictions jusqu'à plus de 97%. Donc après, ça dépend évidemment du type de la complexité des informations. Il n'y a pas une règle qui marche avec tous les contextes clients, mais ça vous donne grosso modo une fourchette. Donc déjà, avoir une information qui est au moins pertinente à 85%, c'est déjà un bon résultat. Et une chose qui est intéressante pour vous, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir créer les différents modèles. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas déposer un ensemble de documents ou partir de zéro et dire, voilà, fais-moi mes prédictions. Il faut pouvoir définir, en fait, ce qu'on appelle un jeu de données et avoir des exemples pour qu'il apprenne, par un exemple, quelle est la bonne prédiction à effectuer. Donc, en gros, en moyenne, il faut 50 exemples pour que l'IA apprenne correctement pour une catégorie particulière. Donc, 50 exemples, ça veut dire que vous allez prendre une photo d'un produit, vous prendrez 50 photos de ce même produit, et après, normalement, au 51e, il est capable de récupérer cette information de produit sur un ensemble de photos. Et on voit qu'on est assez agile, qu'avec seulement 10% des contenus à noter, on obtient 85% de performance. Donc, c'est un ratio qui est quand même assez intéressant. Donc, Nuxeo Insight, ça existe maintenant depuis 2 ans. Nos clients l'utilisent. Là, on va avoir la nouvelle version de Nuxeo qui va aussi encore plus s'intégrer beaucoup plus fortement avec Nuxeo Insight. Et donc, c'est quelque chose qui est fondamental en fait au niveau de notre R&D. Et donc là, on est sur une partie très intéressante qui est l'active learning, c'est-à-dire mettre l'utilisateur dans le jeu et de pouvoir nous aider à construire ces différents modèles. Donc, on l'a appelé, c'est Human in the Loop, c'est-à-dire mettre la personne dans la boucle d'apprentissage avec des mécanismes de gamification. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo que j'ai enregistrée avant ce webinaire. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est un Nuxeo standard avec une liste de produits sur la gauche. Et vous voyez un ensemble de propriétés qui sont présentes. Là, donc voilà, par exemple, sur cet article, on voit que c'est des shorts, que c'est pour un usage formal chic, etc. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce que depuis cette partie-là, où je dépose mes documents, je suis capable de entraîner mon modèle. Donc, je vais aller un petit peu rapidement. Donc, dans votre interface Nuxeo, où sont stockés l'ensemble de vos contenus, vous avez accès à la console de configuration, de création de vos modèles d'apprentissage. Donc là, on arrive sur la partie qu'on appelle Nuxeo Insight, où là, vous voyez vos différents modèles. Et donc là, je suis allé sur un modèle particulier, sur un type de document particulier, avec des informations et des propriétés que je veux pouvoir prédire.
Donc là, vous voyez là, sur mon modèle, j'obtiens 94,95% de performance, ce qui est assez bien. Et donc là, je vais pouvoir déclencher donc ce qu'on a appelé via ce bouton nouvelle mission. Donc ça, c'est pour pouvoir solliciter un utilisateur pour qu'il puisse lui aussi valider et rejeter des prédictions qui sont effectuées. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est par rapport au contenu de mon fichier, je veux pouvoir prédire les articles qui sont de type les chaussures et puis les shorts. Donc juste pour ces deux catégories-là, je veux pouvoir effectuer des prédictions. Je veux obtenir 98% d'objectifs et je le déclare en priorité assez haute. Donc là, je démarre la mission. Donc là, on voit que d'entrée de jeu, on a sur ce périmètre-là, sur ce type de prédiction, on est par défaut déjà à 93%, donc on est déjà bien. Et notre objectif, c'est d'arriver à 98% pour être encore plus pertinent. Donc pour arriver à ça, on va pouvoir directement utiliser le bouton qui nous permet de lancer en fait l'apprentissage manuel où l'utilisateur va avoir un jeu de données et va devoir, donc comme ici, et va devoir valider. Pardon, hop là, je vais aller trop vite. Voilà. Il aura un jeu de données et il va pouvoir valider ou rejeter les différentes prédictions qui sont faites. On voit qu'on progresse. Donc, il lui sera demandé assez régulièrement de pouvoir revalider des jeux de données pour pouvoir améliorer le modèle. Et ce qu'on voit en fait en fin de prédiction, c'est qu'on a déjà un peu augmenté notre performance de notre modèle. Ce qui est important aussi, c'est que donc je vais aller un petit peu vite sur cette partie-là. Une fois que j'ai fini d'affiner mon modèle, il faut être capable de pouvoir mettre à jour assez simplement les nouvelles choses qui ont été apprises. Donc, on peut faire ce qu'on appelle de l'export continu de jeux de données. Donc là, vous voyez que de manière assez continue, l'utilisateur va récupérer des images qui sont présentes sur la plateforme Nuxeo. Et en plus, on va pouvoir le déployer de manière aussi automatique, de manière transparente pour un utilisateur, pour que tout de suite, ce modèle soit réutilisé pour les utilisateurs. Donc, ça ne demande pas des arrêts de production et beaucoup de choses. C'est qu'un bouton, comme de la même manière qu'on déploie une configuration Nuxeo, pour pouvoir profiter de ce nouveau modèle. Ce qu'on a aussi travaillé, c'est la partie auto-enrichissement. Donc, ça, c'est une partie qui est assez intéressante parce que ici, on va pouvoir définir les différents seuils à partir desquels on veut pouvoir effectuer deux choses. Effectuer du remplissage automatique. Donc, par défaut, le comportement par défaut, c'est d'effectuer des suggestions avec des petites barres, on le verra par la suite, qui vont montrer le niveau de pertinence. On peut aller sur des modes qui sont un peu plus intrusifs, où on remplit directement, on écrit directement sur le document pour pouvoir remplir la propriété. Donc, plus la suggérer, mais directement la remplir. Donc là, on a une manière visuelle de dire à partir de quel pourcentage de confiance on écrit directement. Donc après, suivant l'importance, on peut le mettre plus ou moins haut. Donc là, on a une vue standard donc là, ce que vous voyez, c'est un type de document. Et là, les champs, c'est les différentes propriétés que l'on souhaite remplir. Donc, on peut faire ce qu'on appelle du remplissage automatique, autofill, et on peut faire ce qu'on appelle du autocorrect. Alors ça, c'est encore donc là, vous voyez que les seuils ils sont logiquement beaucoup plus élevés, c'est-à-dire capables de corriger automatiquement des valeurs qui ont été saisies. On va dire, non, tu t'es trompé visiblement, donc on est capable de mettre des alertes pour pouvoir signifier à l'utilisateur que certains jeux de données sont incorrects. Donc là, voilà, il suffit de modifier les seuils et c'est directement déployé sur votre instance. Le mode de déploiement, c'est très très simple. Donc là, vous avez le modèle que vous voyez avec les performances au fil du temps. Là, vous voyez qu'on a plusieurs modèles. Donc vous voyez que fort logiquement sur le premier modèle qui est la version 1, on a des performances qui sont plutôt basses et plus on augmente au niveau des versions, plus les performances sont intéressantes. Et pour pouvoir déployer, c'est assez simple. Donc de manière traditionnelle, on a différents environnements où on stocke nos documents. On a des environnements de production, de pré-production, de test.
déployer un modèle particulier, en fait, on crée des différentes versions de notre modèle et on peut déployer une version particulière de notre modèle d'apprentissage sur un environnement. Donc, simplement en indiquant un tag. Et ça, c'est effectué de manière complètement transparente pour vos utilisateurs. Il n'y a pas besoin de faire des fichiers de configuration suivant les types d'environnement. On choisit sa version sur après l'instance que l'on veut déployer. Et après, c'est de cette manière-là que si j'indiquais dans un champ prod qui correspond au tag de l'instance de production, c'est de cette manière-là qu'elle aura été directement déployée sur l'instance de production. Donc voilà, c'était un petit aperçu de ce qu'on est capable de faire côté Nuxeo. Alors je vais regarder si jamais on avait une prédiction. Voilà. Donc là, c'est ce qui se passe une fois qu'on a déployé notre modèle. Donc là, vous voyez que certaines informations ont déjà été écrites. Donc là, la sous-catégorie du produit, elle a déjà été remplie, elle n'est pas suggérée. Et celles qui sont suggérées, donc là, vous voyez que c'était un t-shirt, il a bien reconnu. Vous voyez que par rapport au nombre de barres, on est capable d'identifier le pourcentage de confiance qu'on a sur cet article. Donc, il y a de très fortes chances que l'article soit effectivement un t-shirt. Donc, l'utilisateur aura simplement à cliquer sur t-shirt pour que ça soit appliqué à ce document et pré-remplir.